En ce moment même, la ville de Montréal orchestre la disparition progressive de ses résidents les plus anciens. Ses résidents les plus massifs et les plus emblématiques aussi. Ouais, c'est assez dramatique quand on le dit comme ça. Ben, c'est vrai. Et le plus étonnant dans tout ça, c'est que c'est une démarche d'ingénierie vitale pour sauver l'avenir de la métropole. On assiste vraiment à la fin définitive de l'ère des arbres géants en milieu urbain. Exactement. Et à la naissance, en temps réel, d'une toute nouvelle forme de forêt. Ce qui est fascinant ici, c'est le changement total de paradigme. Ouais, un virage à 180 degrés. Totalement. Historiquement, la foresterie urbaine, ça relevait surtout de l'esthétique. C'était une vision très romantique où on cherchait à recréer une sorte de forêt sauvage coincée entre deux trottoirs. C'est clair, on voulait de la verdure à tout prix. Voilà. Mais aujourd'hui, on bascule vers une approche de très haute précision. C'est dicté par la survie de nos infrastructures et bien sûr l'urgence climatique. Eh ben, c'est exactement le cœur de notre exploration aujourd'hui. On plonge dans un ensemble de données super intéressantes tirées de wikiresidence.ca et de infodrone.ca. Oui, il y a des chiffres très parlants là-dedans. Surtout ce document spécifique qui s'intitule « L'adieu aux géants, la nouvelle ère de la forêt urbaine à Montréal ». Et l'objectif pour nous aujourd'hui, c'est pas de faire un simple survol horticole. Non, pas du tout. On veut vraiment décortiquer la mécanique de cette transition. Comment le remplacement systématique d'arbres immenses par des espèces beaucoup plus petites peut paradoxalement générer des millions de dollars d'économies. Et aussi protéger la santé publique. Ce... Qu'il faut d'abord comprendre que les règles d'urbanisme ont subi une refonte complète. La plantation d'arbres à déploiement massif sur les terrains privés et résidentiels, c'est plus seulement déconseillé aujourd'hui. C'est carrément interdit, c'est ça? Oui, c'est interdit dans de très nombreux cas. Des espèces qui dominaient autrefois le paysage montréalais sont vraiment reléguées au passé. Genre quelles espèces exactement? Le frêne, bien sûr, sa chute a été précipitée par cet insecte ravageur, la grille du frêne, mais il y a aussi le peuplier, Ah oui, le peuplier. et surtout l'arbre qui symbolise peut-être le plus cette ancienne époque, l'érable argenté. L'érable argenté. Bon, décortiquons un peu tout ça parce que ça me semble un peu contre-intuitif. Comment ça? L'Asie affiche publiquement un objectif super ambitieux. Ils veulent atteindre une couverture forestière de 26 à 30% dans les prochaines années pour combattre les îlots de chaleur. C'est un bel objectif, ouais. Mais à première vue, bannir l'érable argenté, ça semble complètement contre-productif. Je veux dire, c'est un arbre qui pousse à une vitesse fulgurante. Il peut atteindre 25 mètres de hauteur. C'est l'équivalent d'un immeuble de 8 étages, ouais. Exactement. Donc, si on veut de l'ombre rapidement pour rafraîchir la ville, pourquoi on interdit le géant qui en produit le plus? Parce que cette croissance fulgurante, en fait, elle a un coût structurel qui est juste insoutenable pour la densité moderne. Un arbre de 25 mètres de haut, c'est pas juste une belle canopée. Non. Non. C'est aussi un système racinaire proportionnel qui s'étend sous terre et une prise au vent massive dans les airs. La réglementation actuelle exige désormais une marge de recul très stricte, De combien de mètres à peu près? de 15 mètres. 15 mètres par rapport aux structures pour un arbre de cette envergure. Ah ouais, 15 mètres. Et dans la géométrie d'un terrain résidentiel standard à Montréal, trouver un rayon de dégaillement de 15 mètres sans toucher une maison, un garage ou des lignes électriques, c'est devenu mathématiquement impossible. L'espace urbain n'est plus le même qu'il y a 60 ans, c'est ça l'idée. Tout à fait. En fait, planter un érable argenté dans une petite cour arrière aujourd'hui, c'est un peu comme adopter un chien Saint-Bernard quand on vit dans un studio. C'est une excellente analogie. Au stade de chiot, c'est tout mignon, c'est inoffensif. Mais en grandissant, la bête prend inévitablement toute la place et finit par détruire les murs. Sauf que, dans le cas de l'érable, ce qui est détruit se trouve souvent sous la surface, non? Ouais, la dynamique souterraine est redoutable. Les racines de ces géants déchus, particulièrement celles des peupliers et des érables argentés, elles sont programmées pour traquer l'humidité. Elle cherche l'eau. Voilà. Et elles détectent la condensation autour des vieilles canalisations d'égouts en béton. Une fois qu'une racine trouve une micro-fissure, elle s'y infiltre. Et là, c'est la catastrophe. Totalement. Elle utilise la pression hydraulique naturelle de sa croissance pour faire éclater la pierre ou le ciment. Elle menace l'intégrité des fondations centenaires, elle perce les structures de piscine. Ça coûte une fortune en réparation. Sans oublier l'espace aérien. Un arbre qui pousse très vite produit souvent un bois moins dense, plus cassant. Ah, donc lors des tempêtes, ça devient dangereux. Exactement. Ces branches lourdes cèdent très facilement, arrachant le réseau électrique de la ville. Bref, l'équation risque-bénéfice est devenue complètement intenable. Donc, les géants sont officiellement hors jeu. Ce qui nous amène à une question logistique de taille. Si la ville a besoin de dizaines de milliers d'arbres pour atteindre son quota de 30% de canopée,
et qu'elle refuse les espèces à croissance rapide, où est-ce qu'on trouve la relève? C'est là qu'on découvre des choses étonnantes dans les données. Ouais, le document nous dirige vers un vieux plutôt inusité pour de l'horticulture, l'ancien hippodrome Blue Bonnets. Oui, et ce site, qui est historiquement connu pour ses pistes de course et son immensité complètement bétonnée, a été réquisitionné pour une toute autre fonction. Une fonction écologique. C'est ça. Il abrite maintenant une installation fascinante que l'on qualifie de micro-bois. C'est vraiment là que la nouvelle génération de la forêt montréalaise est préparée. Le terme microbois, ça suggère quelque chose de très différent d'une pépinière traditionnelle de banlieue. Très différent, oui. On lit dans les sources qu'on y cultive des espèces robustes, beaucoup plus compactes, genre des conifères qui dépassent les 100 cm, divers genivriers. Et il y a un détail technique qui retient vraiment l'attention. Lequel? Les soins intensifs qui sont apportés aux arbres qui jaunissent. Et ce jaunissement, apparemment, c'est pas causé par le gel de l'hiver québécois, mais par le soleil ardent. C'est un détail crucial. Donc ce site, ça agit pratiquement comme un camp d'entraînement, non hein? On soumet délibérément ces végétaux à la rudesse de l'environnement urbain pour les endurcir avant de les déployer sur le terrain. Le concept de camp d'entraînement décrit parfaitement la biologie qui s'opère là-bas. Une pépinière classique, ça offre un sol parfait, une humidité constante et une lumière bien filtrée. La belle vie, quoi. La belle vie pour un arbre, ouais. Mais la rue montréalaise, elle, c'est un environnement extrême. L'asphalte et le béton créent un effet d'albédo. Une quête d'albédo. Oui, c'est une réverbération féroce des rayons UV et de la chaleur qui cuit littéralement le feuillage et le tronc des jeunes arbres. D'où ce fameux jaunissement. Ah, je vois. Le béton renvoie la chaleur directement sur l'arbre. Exactement. Et à Blue Bonnets, on sélectionne des espèces pour leur tolérance à ce stress hydrique et thermique, ainsi qu'à la pollution et au sel de déglaçage. Donc l'objectif, c'est plus de trouver le plus grand arbre possible. Non, l'objectif n'est plus la taille maximale, mais le taux de survie maximal. Un petit genévrier qui survit et qui capte le CO2 efficacement est infiniment plus utile qu'un jeune érable massif qui meurt de stress thermique après 1 an. C'est là que ça devient vraiment intéressant du point de vue de la mise en œuvre. Parce que avoir un bataillon d'arbres résilients, c'est bien, c'est super, mais il faut les planter. C'est la prochaine étape logique. Et puisque l'espace public ne suffit pas pour atteindre ces fameux 30%, la ville doit convaincre les citoyens de céder une partie de leur terrain privé. Ça doit demander une machinerie administrative et financière assez colossale. Et c'est le cas. La stratégie de déploiement repose sur un partenariat assez unique, orchestré depuis 2013, entre l'organisme à but non lucratif Sauverdi, le regroupement des écoquartiers et bien sûr la ville de Montréal. Et ils ont une campagne spécifique pour ça, c'est ça? Oui, la campagne centrale s'appelle Un arbre pour mon quartier. C'est elle qui a complètement structuré cette offre. Et l'échelle de cette opération, ça donne le vertige. D'après ce qu'on lit, cette année, le programme déborde du cadre strictement résidentiel pour inclure les entreprises et les institutions. C'est une grosse extension. Les écoles, les hôpitaux, les églises, ils peuvent acquérir jusqu'à 10 arbres à des tarifs fortement subventionnés. Et le catalogue est énorme, il y a plus de 60 essences différentes. Des érables rouges, des amélanchiers, des magnolias. Même des arbres fruitiers. Et à ce jour, l'initiative a permis de planter plus de 34 000 arbres. C'est massif. Pour financer une logistique d'une telle ampleur, la ville a injecté plus de 3,5 millions de dollars en soutien à la Sauverdi. 3,5 millions, c'est pas rien. C'est un budget public conséquent, c'est sûr. Mais l'analyse économique de la foresterie urbaine démontre qu'il s'agit d'un des investissements les plus rentables qu'une municipalité puisse faire. Ah bon? Comment ça se chiffre? Les données estiment que cette forêt urbaine génère environ 4 millions de dollars d'économies annuelles en services publics. Attends, arrêtons-nous sur ce chiffre une seconde. 4 millions de dollars épargnés par an, la connexion entre un arbre fruitier dans une cour et le budget municipal des travaux publics, c'est pas forcément évident en premier abord. C'est vrai que le lien direct saute pas aux yeux. Les sources pointent vers la réduction du ruissellement des eaux, la qualité de l'air et les économies d'énergie en climatisation. Mais comment ça marche en pratique? En fait, la mécanique derrière ces économies, elle est purement physique. Lors des pluies torrentielles, le feuillage de ces 34 000 arbres intercepte des millions de litres d'eau. Des millions de litres? Juste avec les feuilles? Oui, et cette eau, autrement, elle saturait immédiatement le réseau d'égouts. Ça évite donc des refoulants extrêmement coûteux et ça réduit la charge sur les usines de traitement des eaux. Ok, donc ça c'est pour l'eau et pour la chaleur.
Par le processus d'évapotranspiration, un arbre agit comme une pompe thermique naturelle. Il relâche de l'humidité dans l'air, ce qui abaisse la température ambiante du quartier. Ce qui est vital l'été. Exactement. Moins de chaleur accumulée dans l'asphalte, ça prolonge la durée de vie des routes et l'ombre portée sur les bâtiments fait chuter drastiquement la demande électrique liée à la climatisation. C'est un rendement exceptionnel. Mais le document met en lumière un coût opérationnel, souvent ignoré par les gens tu plantes. Et ce coût, c'est l'eau. Ah, l'eau, le nerf de la guerre. Ouais. Un jeune arbre fraîchement planté exige environ 40 litres d'eau par jour durant ses 2 premières années. C'est une quantité phénoménale pour un particulier. Complètement. Moi, je trouve que c'est très similaire au lancement d'une entreprise, une start-up, tu vois. Comment ça? Mais quand on lance une start-up, il faut brûler énormément de capital initial, de l'argent, du temps, des ressources, avant d'atteindre le point de rentabilité. Ici, le capital d'amorçage, c'est l'eau potable et la discipline quotidienne de la personne qui arrose. C'est vrai. Le parallèle avec le taux d'épuisement du capital d'une start-up, ça illustre parfaitement la vulnérabilité de l'arbre lors de la transplantation. Il est si fragile que ça, quand même. Très fragile. Lorsqu'un arbre quitte le microbois de Blue Bonnets, une partie de son système racinaire est inévitablement laissée derrière. Ah, on coupe les racines en le sortant de terre. Voilà. Il perd ses radicelles capillaires, ce sont de microscopiques extensions qui lui permettent de capter l'humidité naturelle du sol. Donc il peut plus boire tout seul. Exactement. Pendant les 2 premières années, il est littéralement sous perfusion. Si la personne qui a acheté l'arbre omet ses 40 litres quotidiens, l'arbre entre en choc de transplantation et il meurt. Et là, on a anéanti l'investissement public et privé. Tout à fait. C'est pour ça que l'implication des gens au quotidien est la clé de voûte de tout ce système. C'est fou. Et ce qui rend cet effort collectif si crucial, c'est que les dividendes de cette forêt urbaine, ça va bien au-delà de l'ingénierie civile ou même des finances publiques. On touche à quelque chose de beaucoup plus profond, oui. La donnée la plus frappante de cette analyse révèle que le déploiement de ces petits arbres, c'est fondamentalement une intervention de santé publique. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? La corrélation entre l'absence d'arbres et la mortalité, c'est désormais un fait établi en urbanisme. Les îlots de chaleur ne frappent pas la ville de manière égale. Ouais, il y a des inégalités. Historiquement, les quartiers défavorisés et fortement minéralisés présentent une canopée très clairsemée. L'accumulation de la chaleur dans le béton fait grimper les températures nocturnes de plusieurs degrés par rapport aux quartiers aisés et verdoyants. Et la nuit, c'est là qu'on est censé récupérer. C'est ça le problème. Lors d'une canicule, cette différence de température empêche le corps humain de récupérer la nuit. Et ça exacerbe les détresses respiratoires et cardiaques. Décentraliser la forêt urbaine en utilisant les cours privés, c'est donc une façon de cibler directement ces zones critiques pour atteindre cette couverture de 30%. Exactement. C'est un outil d'équité en santé. Mais la complexité du terrain montréalais, avec ses marges de recul et la fragilité inhérente de certaines espèces, ça crée quand même une sacrée barrière à l'entrée pour le citoyen moyen. C'est sûr que c'est pas simple de s'improviser articulteur. Heureusement, la source rapporte une citation vraiment éclairante de Jessica Farrugia, qui est la directrice des communications de Sauverdi. Elle explique que l'organisme offre désormais un coaching horticole en ligne. Une très belle initiative. Et elle affirme qu'en quelques clics, il est possible d'être guidé vers la bonne essence pour un terrain précis. Parce que bon, planter un magnolia, ça peut sembler une idée merveilleuse pour sa floraison. C'est magnifique un magnolia. Magnifique, oui, mais cette espèce est notoirement sensible au vent. Voilà. Et en ville, le vent, c'est particulier. Les couloirs de vent créés par les alignements de bâtiments urbains peuvent s'avérer carrément mortels pour un magnolia. Ses grandes feuilles et son bois peuvent subir des dommages irréversibles. Et c'est là que le coaching entre en jeu. Tout à fait. Ce coaching en ligne, il retire une immense part de risque de l'équation. Autrefois, l'expertise botanique était coûteuse ou confinée aux professionnels de la ville. C'était pas accessible à tout le monde. Non. Mais en rendant cette intelligence horticole accessible numériquement, on s'assure que le bon arbre, avec la bonne résistance, atterrit exactement dans le bon microclimat. C'est de la précision. Et ça optimise grandement le taux de survie de ces 34 000 nouveaux spécimens et ça protège l'investissement initial. C'est hyper important de protéger cet investissement. Si on synthétise un peu, l'analyse de ces documents nous montre clairement que l'époque où l'arbre de ville n'était qu'un simple ornement paysager, c'est vraiment révolu. C'est une certitude. Montréal a tiré un trait définitif sur l'illusion de contrôle associée aux érables argentés de 25 mètres.
La ville se tourne vers des espèces compactes qui sont entraînées pour résister à des environnements extrêmes. Et déployé grâce à une synergie entre le financement public, le guidage technologique et bien sûr la sueur des gens armés de leurs boyaux d'arrosage. C'est un vrai travail d'équipe. Si on relie toutes ces pièces, on observe une stratégie d'infrastructure vivante d'une très grande sophistication. Chaque arbre fruitier, chaque petit genévrier planté près d'une école devient un nœud actif dans un réseau qui pompe l'eau de pluie, qui filtre la pollution et qui refroidit le béton. C'est fascinant quand on y pense. C'est vraiment le passage d'une forêt de géants isolés et dangereux à un maillage dense, diversifié et fondamentalement collaboratif. Un maillage qui nous amène à une réflexion finale assez profonde. Parce que pour survivre à la pression écrasante de l'asphalte, à la chaleur amplifiée et au manque d'espace de la métropole moderne, la nature elle-même doit se réinventer. C'est une question d'adaptation. Elle doit devenir plus petite, hyper spécialisée, profondément intégrée à son environnement et tributaire d'une coopération quotidienne pour exister. C'est une belle façon de le voir. Et si les arbres de nos villes doivent adopter ce niveau d'adaptation et d'interdépendance pour traverser le siècle à venir, qu'est-ce que cela nous enseigne sur la manière dont nos propres communautés, nos structures humaines, devront elles aussi évoluer pour faire face au climat de demain? C'est une excellente question. C'est une question qui mérite de germer dans l'esprit de quiconque nous écoute. Ce sera tout pour notre plongée dans ces sources aujourd'hui. Merci de nous avoir accompagnés dans cette analyse.